Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire déjà un voyage dans le temps. On va faire un petit retour dans le passé. Alors ça sera en fin d'épisode. Ça sera peut-être la partie la plus longue où je vais vous lire des passages de certains textes anciens et de manière un petit peu à vous apporter des petites notes d'histoire, on va dire, sur. Alors c'est pas réellement la culture physique, c'est plus les athlètes, le sport, etc. Donc on va parler de ça ensemble. On va parler également du sel et d'une petite technique entre guillemets qui a été découverte récemment, et je vais juste vous parler avant de démarrer, bien sûr, comme d'habitude, la petite page pub par rapport à mon espace VIP, que ce week-end j'ai sorti le programme Boost Métabolique. Alors c'est un terme pour, quand je dis Boost Métabolique, ça fait un peu vous savez, les programmes un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire, putaclic, etc. Mais c'est tout simplement pour mettre des mots sur des types d'entraînement. Il y a le programme haute intensité, donc le HIIT, H-I-I-T, donc c'est un programme à haute intensité, et le programme métabolique. Moi, j'essaie de faire une différence entre les deux, et j'ai noté, le HIIT se fait sur un seul exercice, donc comme le vélo, le sprint, le rameur, etc., avec une alternance d'effort presque maximale et de repos à une cadence régulière pendant moins de 20 minutes. C'est plus ou moins ma définition du HIIT. Attention, c'est pas la définition universelle, mais moi, dans mon protocole d'entraînement, le HIIT, c'est plutôt ça. Et ensuite, on a l'entraînement métabolique qui se fait sur plusieurs exercices enchaînés avec un temps de repos extrêmement court et une explosivité élevée. Donc là, on voit bien que il y en a un, c'est plutôt comme une horloge, en fait, c'est toujours le même mouvement, toujours la même cadence, etc. Et l'autre, c'est plutôt un enchaînement de mouvements avec une explosivité. On n'est pas dans la recherche de la sensation musculaire ou autre, on est plus dans l'exercice, on va dire, violent, enfin dans la suite d'exercices relativement violents, pour avoir un effet, on va dire, un petit peu sur le cardio, la dépense calorique, etc. Donc en fait, ce que j'ai proposé, déjà, je vous ai mis un petit plan parce que la question initiale du VIP, c'était qu'est-ce que je peux faire comme entraînement un peu haute intensité, un peu cardio, HIIT, etc. À la maison. Donc sans matériel, bien sûr, donc sans vélo d'appart, sans tapis de course, sans rameur et tout. Donc je l'ai plutôt tourné vers un programme métabolique, encore une fois. Et je lui ai montré comment la personne pouvait faire ça. Donc il y a une petite vidéo où vous allez voir comment faire plusieurs exercices enchaînés à haute intensité comme ça pour pouvoir faire un entraînement métabolique. Et ensuite, il y a toute une partie sur qui peut le faire, comment faut le faire, etc. Et notamment, j'apporte un peu de lumière sur les effets un peu néfastes de la suractivité, et savoir aussi comment détecter ce genre de choses, ce qui s'appelle le sickness behavior dans la médecine, lié plutôt à des états de maladie, etc., mais là appliqué au sport, donc un petit peu voir comment détecter tout ça, et aussi d'apporter une certaine forme de cohérence entre l'entraînement de muscu, qu'il faut jamais abandonner, et ce genre d'entraînement qui a pour but, en règle générale, de brûler du gras, hein, il faut dire ce qui est. C'est souvent pour brûler du gras, ce qui vous met en forme également, mais ça permet surtout de brûler du gras. Donc voilà, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse de voir le programme et la vidéo explicative. Vous en avez compté une petite heure pour suivre le contenu et accéder à tous les autres. Donc vous avez toute la liste des liens qui est en description de l'épisode. Et on passe maintenant au sujet du podcast. Alors juste, je vais faire ce petit sujet sur le sel que j'avais repéré avant de démarrer le retour vers le passé.
Alors c'était un article que j'ai trouvé sur lanutrition.fr qui dit rétablir l'aversion physiologique contre l'excès de sel, une solution contre l'hypertension. Aujourd'hui, chaque Français consomme en moyenne 9 à 10 grammes de sel par jour, surtout fournis par le pain, les charcuteries, les plats cuisinés industriels et les autres aliments ultra transformés. Alors qu'il ne faudrait pas en ingérer plus de 2 grammes par jour. Alors faites une différence, 9 à 10 grammes de sel, on parle pas de 9 à 10 grammes de sodium, hein. Attention, 9 à 10 grammes de sel, donc ce que vous avez dans la salière, hein, pas le sodium pur, quoi. Donc en gros, on en consomme vraiment, enfin, le Français moyen en consomme énormément par rapport à ce qu'il faudrait ingérer. Encore une fois, les notions de « il faudrait » vont dépendre de ce que vous transpirez, ce que vous buvez, ce que vous mangez, comment vous dépensez, etc., etc. Mais bon, voilà, eux, ils établissent une moyenne comme ça. Normalement, il nous faut à peu près 2 grammes. Et nous, on est à 9-10 grammes, nous, les Français moyens, encore une fois, par jour. Aujourd'hui, chaque Français, alors comme je disais, consomme En effet, les chercheurs ont découvert que l'extrait de melon amer, donc entre parenthèses BME, ainsi que la cucurbitacine E, entre parenthèses CUE, un composé majeur de ce fameux melon amer, renforce l'aversion pour les fortes concentrations en sel en régulant l'expression et la fonction du récepteur TRPM5. Bon, c'est un peu du charabia, mais en gros, il y aurait dans l'extrait de melon amer quelque chose, une substance qui nous permettrait d'avoir une aversion pour le trop salé, en fait. Et ça pourrait être une piste pour les personnes qui mangent beaucoup de sel, enfin qui salent énormément en fait leur nourriture, qui ont des habitudes, parce que souvent ce sont des habitudes, et donc du coup pour leur permettre un petit peu de réduire. Donc j'ai regardé rapidement. Quand on tape extrait de melon amer, il y a déjà des tas de gens qui en vendent. Je vous invite à faire quand même des recherches là-dessus, d'un petit peu vous renseigner sur le sujet pour voir si c'est pas un petit coup de bluff marketing, etc. En tout cas, ce qu'ils disent, eux, lanutrition.fr, voici quelques conseils basiques pour réduire sa consommation de sel en attendant qu'une solution pour établir l'aversion pour le sel soit à portée de main. Limiter les aliments ultra transformés riches en sel ajouté. Donc moi, je dirais tout simplement les aliments ultra transformés. Limiter les aliments riches en sel tels que le fromage, le pain et les charcuteries. Utiliser du sel hyposodé ou du gomasio. Moi, j'ai à la maison quelque chose qui s'appelle du Omégasio, un truc comme ça. Donc c'est gomasio, mais à base de graines, etc. En fait, ils essayent de mélanger le côté oméga 3 et gomasio. Bon, c'est tiré de graines, donc ça, c'est des omégas provenant de, du règne végétal, donc c'est pas hyper efficace, mais bon, j'ai utilisé. Honnêtement, en fait, c'est très peu, ça a très peu le goût salé. Ça aide un petit peu, mais ça a très peu le goût salé. Moi, j'aime bien l'utiliser, par exemple, sur les salades de tomates, les salades un peu crudité. Je pense que c'est la bonne petite pointe de salé qui manque, sans avoir besoin de rajouter du sel directement. Donc, ils disent aussi utiliser les épices et les herbes aromatiques pour donner du goût aux préparations, consommer une bonne quantité de légumes pour établir l'équilibre sodium-potassium. Donc, voilà leurs conseils. Bon, on va passer à la partie qui me botte le plus. Alors, encore une fois, le podcast, j'enregistre le podcast. Alors, ça fait plusieurs épisodes que je fais des podcasts, parfois qui ont duré jusqu'à 1 heure. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, je vous ai pas réellement demandé votre avis. C'est juste que j'avais des tas de sujets à traiter, donc du coup, j'en ai parlé, j'ai lancé l'enregistrement, et puis c'est parti, on enregistre le podcast. Je sais pas ce que vous en pensez, vous préférez des contenus longs, courts, etc. Et je sais qu'il y a des personnes par le passé qui me disaient 20 minutes, c'est la durée idéale. D'autres qui me ressemblent, entre guillemets, aiment les contenus longs. Moi, j'adore les contenus longs. Je trouve que plus c'est long, plus c'est bon, quelque part. Et avoir des podcasts assez longs, bah moi j'aime bien. J'aime bien en faire aussi. En fait, c'est pas que j'aime bien en faire ou pas en faire, c'est que parfois la nature fait que le podcast va être long et d'autres fois va être plus court en fonction des sujets que j'ai trouvés. Là, par exemple, quand j'ai fait ma veille entre guillemets sur les actus, j'ai rien trouvé de pertinent à vous partager par rapport à ce que j'ai déjà partagé dans les podcasts précédents. Il y a pas eu d'actu significative. J'ai pas trouvé de sujet qui me bottait. Et encore une fois, le podcast, je le fais vraiment comme si c'était moi l'auditeur finalement.
quelque chose que j'aimerais entendre. Donc là, le sujet qu'on va voir ensemble, c'est un sujet que j'aurais aimé entendre sur un podcast. Donc on va déjà premier retour dans le passé. Est-ce que vous êtes prêts à faire un petit voyage dans le temps? On va revenir en 1872. Adrian Peter Schmidt est né dans la région Alsace-Lorraine, ce qui est aujourd'hui la France. Sa génétique et ses circonstances ne le laissaient pas présager une future carrière en tant qu'entraîneur professionnel et homme fort. Alors voilà ce qu'il dit. Nous vivons à une époque qui exige de plus en plus de notre cerveau et de nos muscles. Rappelez-vous, on est en 1800, dans les années 1900, quoi. De plus en plus de notre cerveau et de nos muscles, nos nerfs et notre énergie physique. Seuls ceux qui sont forts et savent le garder, savent le rester plutôt, peuvent supporter l'usure. Alors sachez que c'est une traduction que je fais, donc du coup, excusez-moi pour un peu les fautes de syntaxe, de grammaire, etc. que je pourrais dire là comme ça à l'oral. Donc seuls ceux qui sont forts et savent le rester peuvent supporter l'usure. Il vaut la peine de s'arrêter de temps en temps pour examiner nos machines, donc nos corps, et huiler les pièces qui en ont besoin. Quelques minutes consacrées quotidiennement à ces exercices permettront bientôt de corriger les postures, etc. Et notamment, là, il parle du dos rond, qui sont causés par la position assise. Donc, on voit que la problématique était déjà d'actualité à l'époque. Mais là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est aussi, où il parle aussi de poitrine enfoncée, etc., mais aussi par la bicyclette exagérée. Donc de faire exagérément du vélo. Et moi, en fait, j'ai l'impression qu'à l'époque, faire du vélo était un acte un petit peu de facilité, et alors que par rapport à la marche ou à la course à pied, et que le vélo était un petit peu l'option des faibles, entre guillemets, quoi, et que ça pouvait conduire à avoir cette position, ce dos rond, qu'il faudrait contrecarrer par un exercice. Et en fait, l'exercice qu'il recommande, tout simplement, c'est l'exercice du Superman. Vous savez, quand vous êtes allongé sur le ventre, par exemple, vous mettez sur votre tapis de salon, main devant, pointe tendue à l'arrière, main vers l'avant, ou alors vous croisez vos mains et vous les mettez sous votre front, pardon. Et en fait, vous faites des relevés comme ça à la force des lombaires. Et en fait, lui, il recommande cet exercice pour justement les poitrines enfoncées, le dos rond, et quand on fait un excès de vélo. Alors moi, je trouve ça intéressant tout simplement pour juste travailler les lombaires. Après, aujourd'hui, on a quand même d'autres exercices pour un petit peu ramener cette cage thoracique un petit peu plus en avant, notamment tous les exercices qui vont permettre de tirer un petit peu les omoplates vers l'arrière, donc venir coller l'un contre l'autre les trapèzes moyens, vous savez. Ces exercices, alors aujourd'hui ils vont appeler ça le face pull, mais tout ce qui va être plutôt des tirages comme du rowing avec les coudes un petit peu relevés, tout ce qui va être du L-fly, donc tout ce qui va être du travail de la coiffe des rotateurs. Bon, tous ces mouvements-là aujourd'hui ils sont un petit peu plus développés, et certes ça pourrait un petit peu aider les personnes qui ont cette. Et d'ailleurs c'était une question que j'ai reçue sur mon compte Instagram par rapport à l'exercice que j'ai posté hier matin, avant-hier pour ceux qui écoutent le podcast à sa sortie d'ailleurs. Et c'est intéressant de voir qu'il y avait déjà une approche de ce côté-là dans les années, on va dire, entre 1872. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il est mort, parce qu'il y a assez peu de données sur lui. Il faudrait que je regarde rapidement pour vous donner des notions. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à lui? Je crois qu'il a même pas de Wikipédia, tellement que il a même pas un Wikipédia à lui. Alors 1872-1944, voilà, pour avoir un petit peu de données sur la personne. Bref, je reprends ce que j'avais mis sur lui. Alors il dit des exercices à faire tous les matins. Alors lui, il avait une routine qu'il recommandait aux gens pour être fort, pour être en forme, etc. Dès le matin, j'ai noté juste quelques petits trucs. Vous pouvez trouver en libre accès d'ailleurs son livre qui s'appelle, enfin son livre. C'est un espèce d'ouvrage qu'il avait mis qui s'appelle Illustrated. Illustrated Hints for Health and Strength for Busy People. Alors bon, moi j'ai un accent à la con, mais sachez une chose, c'est que vous pouvez retrouver plus ou moins
quelques exemples avec des images, des dessins, parce c'était un artiste aussi de mémoire, il faisait des beaux dessins. Vous pouvez retrouver ça sur Google hein, en gratuit, hein, et vous avez quelques images, etc. Donc moi, j'ai pas tout noté. Je vous ai juste pris quelques trucs qui me semblaient intéressantes. Quelques petites choses qui me semblaient intéressantes. Donc une feuille de papier journal ordinaire, n'importe quel type de papier doux fera l'affaire, et froissez-le jusqu'à ce que les 4 coins soient amenés dans la paume de votre main, formant une boule de papier. Alors, vous prenez la boule de papier de la même manière qu'une machine à poignée. Donc, vous savez, ces machines pour exercer la force de la poigne avec l'espèce de ressort. Là. Et en fait, vous vous servez de la boule de papier journal de la même manière, en saisissant aussi fermement que possible, puis en relâchant la poigne sans ouvrir complètement les doigts, en répétant cela environ 75 fois par minute. Ça vous assurera une poignée puissante. Alors moi, je trouve ça intéressant de voir un petit peu le système D. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé découvrir ça durant le confinement pour vous le partager. Mais bon, je pense que c'est encore un petit peu d'actualité parce que les salles de sport sont pas ouvertes. Mais enfin, pas encore. En tout cas, quand vous écoutez le podcast à sa sortie. Donc vous prenez une feuille de papier journal que vous pliez assez fermement. Il faut qu'elle rentre dans votre main, la boule, et vous vous en servez comme... Alors aujourd'hui, on pourrait utiliser ça pour se déstresser, mais lui, il disait plutôt que c'était pour augmenter la poigne. Moi, je trouve ça intéressant dans le sens où ben voilà, il y a ces 75 fois par minute, c'est relativement intense. Moi, j'ai testé un autre de ces exercices, c'est en fait un exercice de rotation des épaules dès le matin. En fait, vous tendez vos bras, vous tendez vos bras comme si, comme une fin de course d'élévation latérale. Donc, la ligne de vos bras doivent être parallèles au sol. Et donc, du coup, avec ça, vous faites des petites rotations, vous savez, comme les échauffements d'EPS à l'époque du collège et de l'école, des petites rotations d'épaules comme ça à vide, et vous en faites 100 directement, sans vous arrêter. Et moi, je l'ai fait dès le matin, en fait, c'est marrant parce que ça chauffe pas mal, ça réveille un petit peu le haut du corps, et directement en enchaînant, j'ai fait 50 élévations de mollets au sol comme ça, pieds nus, et c'est pareil, ça a froid dès le matin, ça envoie bien du sang dans le bas du corps, donc je trouve ça intéressant, moi comme petit rituel du matin pour se mettre en condition physique, quoi. Je trouve ça intéressant. Après, de là à dire que vous allez être fort, regardez son physique, il avait un bon physique, c'était quand même quelqu'un qui arrivait à faire des tractions sur un bras et à même faire des tractions sur un doigt de mémoire, et quand on regarde un petit peu, je crois, ses performances, je crois que jusqu'à un âge avancé, il arrivait à faire quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, il disait, il pouvait faire jusqu'à 10 de ces tractions à un doigt à la fois, et pouvait encore réaliser cet exploit quand il avait 68 ans. Donc c'est quand même quelqu'un qui avait une certaine forme physique. Donc il s'appelle, pour rappel, il s'appelle Adrian Peter Schmidt. Et donc voilà, je vous ai donné un petit peu les infos que j'avais sur lui et ce que j'avais noté d'intéressant, ce qui va vous amener à aller faire quelques petites recherches. Maintenant, on va passer dans le dur, dans le plus précis. On va passer sur une lecture que j'ai eue qui s'appelle, je me rappelle plus du nom, mais c'était sur le corps, sur le comment dire, le corps sportif, voilà. Et en fait, j'ai récupéré quelques notes, je vais vous en faire la lecture de certaines, parce que j'ai trouvé ça intéressant de vous partager un petit peu ça. La première, c'est pour devenir un bon coureur de dolique, alors pratique ancienne de la Grèce antique, hein. Il faut avoir les épaules et le cou robustes, comme l'athlète qui se livre au pentacle, et les jambes maigres et légères, comme les coureurs de stade. Le morphotype idéal du coureur de dolique est donc un composite de sprinter pour les jambes et de lanceur pour le torse. Pourquoi j'ai noté ça ? Alors, extrait de Gymnastique, Philostrate, traité sur la gymnastique, livre assez rare à trouver. D'ailleurs, moi, j'ai réussi à trouver un exemplaire photocopié, réédité, mais c'est vraiment, vous savez, moi, j'aime bien avoir quand même... Je pense pas que ça en passionne beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis passionné par ça, j'ai envie de savoir d'où on vient, surtout par rapport à la gym, à l'entraînement et tout. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de données modernes qui parlent de l'ancien temps, entre guillemets. Et j'ai préféré trouver des écrits
je vais pas dire originaux, parce qu'il y a toujours, il manque toujours certaines notions et tout ça dans ces bouquins où les manuscrits ont pas réussi à arriver jusqu'à nos âges, mais certaines personnes ont réussi à faire un travail excellent pour récolter le maximum d'intervention, entre guillemets. Et Philostrate, traité sur la gymnastique, si vous pouvez le trouver, je pense que ça pourrait intéresser les personnes qui font du contenu, des personnes qui ont envie de s'instruire un petit peu sur le sujet. Donc, par rapport à ce que je viens de vous citer, on voit qu'il y avait déjà une approche morphologique, anatomorphologique, morphotype, etc. Et on voit qu'à l'époque, ils avaient déjà une notion de telle personne sera un bon athlète dans telle discipline par rapport à son morphotype. Et ce qu'on voit aujourd'hui, quand on parle qu'il y a eu la création de l'adaptation de morphologie, etc. pour les athlètes, en fait, il faut comprendre les choses autrement. À l'époque, ils détectaient déjà que certaines personnes seraient de bons athlètes par rapport à leur morphotype. Aujourd'hui, ce que nous apporte par exemple Delavier et Gundil, c'est plus comment vous entraînez par rapport à votre morphologie. Donc c'est deux choses différentes. On avait déjà détecté il y a des années en arrière que telle ou telle personne serait plutôt bon dans tel ou tel sport, mais ce qu'aujourd'hui nous apporte, on va dire, ceux qui font un boulot là-dessus, c'est plutôt comment vous entraînez en fonction de votre morphologie. Ça ne veut pas dire que vous allez être des super athlètes, mais ça voudra dire que vous allez pouvoir adapter votre entraînement en fonction de ça. Petite parenthèse. C'était vraiment pour apporter ça. Je continue un petit peu. Excusez-moi pour la fluidité du podcast va pas être excellente, mais j'avais vraiment envie de vous le partager. Et je trouve que c'est intéressant. Donc je continue avec les notes. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc voilà, ici. Les athlètes commencent par décider à quelle catégorie ils désirent appartenir et alors ils réagissent en conséquence. Si l'on veut pratiquer le dolique, il faut prendre telle nourriture, faire telle promenade, se faire masser de telle manière, accomplir tel exercice. Si l'on veut courir le stade, toutes ces préparations seront différentes. Si c'est le pentathle, elles seront encore plus. Donc là, c'est Épictète, dans Entretien 3, 23, 1-2, traduction de Souillet. Je ne sais pas comment on pourrait dire. En fait, là, on voit une approche différente. C'est-à-dire que à partir du moment où ils ont décidé de faire telle ou telle activité, ils vont devoir suivre à la fois un entraînement, mais aussi un type de diète. Il y a déjà cette notion de diététique qui est incluse dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté d'intéressant pour vous? Alors, pour rappel, là, Philostrate, on est Philostrate que je me rappelle. Philostrate, pour vous donner en direct, c'est un biographe d'Athènes, mort vers 244-249. Donc là, on est vraiment, on remonte vraiment dans le temps. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre d'intéressant? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, le gymnaste, donc quand ils disent le gymnaste, c'est l'entraîneur. C'est pas, en fait, le gymnaste n'est pas celui qui fait de la gymnastique aujourd'hui. Par exemple, celui qui fait les anneaux et tout ça. À l'époque, le gymnaste était l'entraîneur, le préparateur physique. Alors, ils disent que le gymnaste se place au-delà, il a tout d'une démiurge, du style éphésien, car c'est un spécialiste en thermodynamique. Il s'agit d'extraire par l'exercice le feu égale l'effort. Le mot est gymnasia, mais on emploie aussi ponos, hors de la substance, fer égale chair, des nourritures inutiles afin de fortifier cette chair et de la rendre malléable à l'influence du gymnaste et du pédotribe. Alors l'essentiel est fait, on va pouvoir la sculpter, cette chair, on va la maltraiter, la contraindre pour la transformer. Le processus est violent, frapper, tirer, purger, masser, en même temps qu'il convient d'emplir ce corps d'une nouvelle nourriture abondante. Pour reprendre le processus, le corps sort de là plus beau et plus résistant. Donc encore une fois, on voit cette notion d'alliance entre nourriture, épuisement, récupération, etc. Je vais reprendre mes notes, des notes qui seront peut-être un petit peu plus intéressantes.
Qu'est-ce que j'avais noté ? Ah tiens, sur la viande. On spéculera sur l'influence bénéfique de la viande par rapport au fromage, de la viande de porc par rapport au bœuf. On ira jusqu'à régler l'usage, la fréquence et l'intensité des éléments qui composent ce régime. Un bon exemple avec les recommandations de l'auteur de Du Régime, donc d'Hippocrate, par exemple à propos des promenades. Il en distingue 3 sortes. Après dîner, le matin et après les courses, dans son livre Du Régime. Il les caractérise comme des promenades rapides après les exercices, lentes et au soleil après le dîner, beaucoup de promenades le matin, les commencer lentement, progresser jusqu'à un rythme vif et les terminer doucement. Certaines sont à l'ombre, d'autres la nuit, ou jouent sur le quantitatif, beaucoup après dîner et le matin. Après l'exercice en rapport avec la fatigue, mais après dîner, le plus possible en rapport avec la nourriture prise, le matin proportionné à l'état où l'on se trouve. Donc encore une fois, je vois ce côté intéressant de la recherche de la non-sédentarité pour les athlètes. Donc on voit bien le côté des entraînements qui ont pour but vraiment la discipline et des entraînements aussi annexes comme le cardio basse intensité, ce qu'on pourrait faire un petit peu aujourd'hui, quoi. Je continue. Fondé sur un contrat simple, l'athlète se conforme aux injonctions du gymnaste. Donc l'athlète se conforme aux injonctions de l'entraîneur. Et celui-ci devient son interlocuteur unique. Il règle sa vie et lui garantit sa progression vers l'extrême. Et secondairement, sa santé. Donc un petit peu, à l'époque, il s'abandonnait complètement à l'entraîneur, entre guillemets, chose que ne font presque plus aujourd'hui alors, je vais pas dire les athlètes de haut niveau parce que eux le font, mais plus ceux qui choisissent un coach, remettent beaucoup en question la parole du coach, etc. Et donc du coup, déjà première chose, ils perdent un petit peu leur fric parce que s'ils payent un coach pour pas le suivre, c'est quand même de la perte d'argent. Mais deuxième chose, je pense que beaucoup de leur stagnation est due par l'absence d'essayer des protocoles. Et évidemment qu'il y a des protocoles qui sont mieux que les autres, mais je pense qu'un protocole devrait être tenté, quand je parle de protocole, c'est entraînement et diététique évidemment, devrait être tenté pour essayer d'avancer. Ça va pas vous tuer. Et je pense que parfois aujourd'hui on a peur d'aller dans l'échec, et je pense qu'aller dans les échecs comme ça peuvent permettre à certaines personnes en tout cas de se rendre compte que telle ou telle pratique ne fonctionne pas, et c'est pas une régression, c'est plutôt une progression, à mon sens. Donc je reprends mes notes. C'est un petit peu difficile parce que je suis sur Kindle et les notes que j'ai récupérées ne se sont pas mises correctement. Alors, pour gagner, nous savons qu'il s'agit en amont d'agir sur le rendement et le développement des muscles striés volontaires par l'usage combiné d'exercices et d'une alimentation raisonnée. Pour cela, le gymnaste, donc l'entraîneur, programme les promenades, contrôle le sommeil, régule l'activité sexuelle. Agir comme les forgerons sur la substance. Il ne faudrait pas néanmoins négliger la pédotribie, la répétition gestuelle qui est la matière des entraînements, les rituels précompétitifs, des échauffements ainsi qu'une préparation psychologique comprenant au moins un effort de concentration donnant aux compétiteurs cette capacité à libérer ces éclairs impulsifs qui rendent possible l'insolite de l'acte performant. Donc on voit déjà qu'il y a une dimension préparation mentale entre l'entraîneur et l'athlète. Alors, tout est mis en œuvre pour permettre la plus grande efficacité d'un organe à l'instant T. Le muscle squelettique strié, alors on remarquera qu'il n'est pas sexué. Alors, il faut commencer jeune, ils disent. Bon, je reprends un petit peu mes notes. Alors... Qu'est-ce qu'il nous dit ici ? L'image de l'athlète d'autrefois entre l'esprit de Philostrate. Sans attacher plus d'importance que cela à cette notion chronologique, ce qu'il en dit nous aide au moins à définir quel était son idéal diététique. Alors là, on va parler un peu de nutrition de l'époque. Et d'ailleurs, on va faire un petit rip à Repose en paix à Game Changer qui disait pas vraiment ça, mais bon bref.
L'idéal diététique, donc du pain d'orge, du pain azime au son, et comme viande, ils se mangeaient, donc les athlètes, du bœuf, du taureau, du bouc, de l'antilope. Alors ça, c'est traité de gymnastique Philostrate. Les athlètes de l'autrefois de Philostrate mangeaient du mâle, donc M-A, le mâle et femelle, quoi. Hein. Donc manger du mâle, c'est intéressant de voir ça aussi. Du côté des savants, même discours, les athlètes consomment des aliments ayant très bon goût, mais gras et gluants. Je parle du moins des athlètes lourds. C'est ainsi surtout que l'on appelle les lutteurs et dès lors aussi les pugilistes, les pancratiastes, et ils ont besoin d'une nourriture qui se consume et se disperse difficilement. C'est marrant comme quoi on voit qu'en l'absence de science, de la science moderne, en fait tout le travail était fait par l'observation. Donc l'observation des comportements, l'observation des résultats par rapport à tel ou tel entraînement, observation et des comportements et des résultats de ce qu'on pouvait voir par rapport à l'alimentation. Donc je reprends la citation. Zut, j'ai fait tomber mes lunettes. Ils ont besoin d'une nourriture qui se consomme et se disperse difficilement. Telle est celle qui a des sucs gras et gluants, comme surtout la viande de porc et les pains préparés, comme on l'a dit, que seuls mangent ceux qui s'entraînent dans les règles. Donc là, c'est de Galien, Alimentorum Facultatibus. Voilà. À cela, il faut ajouter du goût pour qu'ils en consomment plus. Donc encore une fois, on voit ce côté où il faut donner cette caractéristique plaisante à l'aliment pour que l'athlète puisse en manger de plus grandes quantités. Le thème de voracité et de l'insatiabilité des athlètes déborde de la littérature spécialisée. Donc ça, c'était une approche un petit peu plus pour les, vous savez, les cérébraux de l'époque. Il y avait ceux qui pensaient et ceux qui faisaient du sport à l'époque. Et ceux qui pensaient avaient une analyse de ça des autres. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur le sujet qui pourrait peut-être vous plaire ? Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Alors, ces problèmes se posent assez fréquemment pour qu'il existe des méthodes de désengorgement. Donc, on pourrait appeler peut-être aujourd'hui détox. Ceux qui ont trop mangé, que ce soit des athlètes légers ou des athlètes pesants. Alors oui, il faut savoir à l'époque que, ça je l'avais noté dans le traité sur la gymnastique de Philostrate, donc où est-ce que c'était ? Note en page 7. Alors, il faut que j'aille en page 7. Page 7. Qu'est-ce que j'ai en page 7 ? Donc page 7. Parmi les diverses espèces de concours, les exercices légers sont la course simple dans le stade, la course longue, donc dolique, les exercices en armes, la course redoublée, diol, le saut au nombre d'exercices pesants, on compte. Alors, pour les exercices pesants qui sont différents, les exercices dits légers, c'est ce qu'on a vu, et maintenant on va voir les exercices pesants, le pancrace, la lutte, le pugilat. Le pentathle se compose d'exercices pesants et d'exercices légers. Donc en fait, le pentathle, c'est un peu du crossfit, si on peut voir aujourd'hui. Lutter et lancer le disque sont des exercices pesants. Lancer le javelot, sauter et courir sont des exercices légers. Donc en fait, il y a les athlètes lourds et les athlètes légers, mais il y a aussi les exercices dits légers et les exercices dits pesants, si vous voulez un petit peu de notion. Donc je reprends ma citation là de l'autre ouvrage qui disait ces problèmes se posent assez fréquemment pour qu'il existe des méthodes de désengorgement. Ceux qui ont trop mangé, que ce soit des athlètes légers ou des athlètes pesants, doivent être traités par des frictions descendantes afin que les humeurs superflues soient dérivées des parties principales. Donc dans le traité de gymnastique également. C'est intéressant hein, de voir ça, de lire ce genre de choses. En fait, ça se trouve, ça intéresse que moi. C'est ça qui est intéressant aussi. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que ça n'intéresse que moi. Mais je pense pas. Je pense qu'il y en a que ça intéresse aussi les petits curieux de ça. Alors, pour contrebalancer les effets délétères de l'alimentation forcée, donc on voit bien cette alimentation forcée, hein, les athlètes doivent s'épuiser à pratiquer avec excès les exercices quotidiens. Donc je répète, pour contrebalancer les effets délétères de l'alimentation forcée, les athlètes doivent s'épuiser à pratiquer avec excès les exercices quotidiens.
Dans une telle alternative, la paresse est bien le pire des défauts. C'est précisément cet tare qui explique le tout fout le camp, mon pauvre monsieur de Philostrate. Je continue ma lecture. Maintenant, au lieu d'être actif, on est paresseux. Alors attention, hein. Quand ils disent maintenant, c'est avant, hein. C'est Philostrate, hein. C'est le maintenant du passé. Hein. Donc maintenant, au lieu d'être actif, on est paresseux. Au lieu de se montrer énergique, on est amolli. La gloutonnerie sicilienne a pris le dessus. Ce fut la médecine qui, la première, usa de complaisance en offrant comme conseiller un art, certes utile, mais trop efféminé pour convenir à des athlètes, en enseignant encore la paresse, en introduisant l'habitude de rester assis, en amenant des cuisiniers et des marmitons, en régalant de pain assaisonné de pavot, en s'alimentant avec des poissons. Alors, petite dimension... on va dire non politiquement correct aujourd'hui si ce genre de discours il serait pendu haut et court, mais bon c'est l'histoire, je vous amène un petit peu de l'histoire dans mon podcast et c'est marrant de voir que s'alimenter avec des poissons, du pain assaisonné de poivreau c'est un mélange entre poivreau et pavot que j'ai voulu vous dire, mais c'est des assaisonnés de pavot, pardon. Donc du poisson, du pain, rester assis, se faire cuisiner, toutes ces choses-là, manque d'activité, etc. Il faut lutter absolument contre ça. Et ils avaient déjà ce problème-là à l'époque. Voilà. Donc c'était un peu, pour faire une, c'est un peu antiviril en fait, ce qu'il essaye d'expliquer. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Alors, emplacement 125, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, chez ceux qui pratiquent les exercices physiques, un état de santé excellent est porté à un niveau extrême. Mais le médecin ajoute que cet état recherché est dangereux. Il ne peut en effet rester au même point ni demeurer stationnaire. Donc ça, en fait... Bon, je vais vous lire la suite. Or, en ne demeurant point stationnaire et ne pouvant progresser, empirer est la seule voie qui reste. Alors là, c'est intéressant. Je vais vous relire ça. Il ne peut en effet, donc le corps en pleine forme, il ne peut en effet rester au même point, donc en forme, ni demeurer stationnaire. Donc en fait, on ne peut pas maintenir son niveau physique au top niveau toute sa vie jusqu'à la mort. Or, en ne demeurant point stationnaire, donc si on essaye de rester au top, mais que la nature nous montre que ça n'est pas possible, et ne pouvant plus progresser, parce qu'arrivé à un certain âge, on ne prend plus de force, etc., on ne prend plus de la masse musculaire, et qu'on ne peut pas non plus verrouiller ses gains, la seule solution, c'est d'empirer. Donc c'est la seule voie qui reste quand on vieillit quelque part. Voilà pourquoi il est bon de réduire sans tarder cet état de santé afin que le corps connaisse une nouvelle croissance. Juste retour des choses, parce qu'il y a de l'hybris là-dedans, la constitution athlétique est une rupture avec la nature, car à trop vouloir augmenter sa force en augmentant sa corpulence, le sportif va au-delà des capacités humaines. Donc là c'est dans Hippocrate de l'aliment. Je continue un petit peu. Et ben voilà, c'est plus ou moins ce que j'avais noté pour cette première partie. Si ça vous intéresse d'avoir des choses comme ça, moi ça m'intéresse parce que avec grande déception, je me rends compte que souvent les reportages mainstream comme Game Changer là qui avait été amené il y a quelques mois maintenant sur le devant de la scène, on se rend compte que ça correspond pas réellement avec les vrais écrits de l'époque. Et moi, ça me pose un petit peu problème parce que j'aimerais bien avoir des choses déjà un petit peu plus originales, en tout cas un petit peu plus réelles, même si on sait que voilà, c'était de l'observation, c'est le passé et tout ça. Moi, ça m'intéresse d'avoir au moins la vérité qui se disait dans le temps et pas quelque chose de déguisé. Parce que là, j'aurais très bien pu vous dire, m'arrêter à de l'orge et du pain de son, par exemple, et omettre de dire qu'il mangeait de la viande et de la viande mâle, entre guillemets, éviter aussi le poisson. Donc on voit qu'il y a un petit peu ces notions ou des choses qu'on a omis de dire, et donc moi ça m'intéresse plus. Ça veut pas dire qu'il faisait mieux,
C'est pas ça le truc. Mais moi, je préfère avoir le discours entier de manière à pouvoir en tirer des conclusions et surtout de voir où on en est aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait avant. Et moi, par rapport à ce que je vois là, bon, certes, il y a des discours qui seraient politiquement incorrects aujourd'hui de dire comme ça, mais il y a quand même cette dimension de lutter contre la sédentarité, 2, beaucoup de choses ont été dites sur la suralimentation. Donc en fait, le sportif n'est pas quelqu'un qui va se sous-alimenter, mais se suralimenter. Donc on voit bien qu'il y avait assez peu, certainement, de suralimentation. Bon, il y avait de l'obésité obligatoirement à l'époque aussi, mais je veux dire que la suralimentation était obligatoire chez l'athlète pour performer. Aujourd'hui, en fait, il y a une espèce de contradiction qui est que on veut ressembler à des athlètes, donc physiquement, mais pour y arriver, on est obligé un petit peu parfois, je vais pas dire de se sous-alimenter, mais de faire des régimes de sèche, etc. Ce qui est un peu paradoxal par rapport à avant. Avant, ils avaient cette forte dépense physique, comme on l'a vu, la marche du matin, la marche du midi, la marche après le sport, la marche de soirée, une suralimentation, plus les entraînements sportifs. Donc il y avait vraiment cette dépense physique extrême. Donc ça devait être assez difficile de prendre du gras dans ces conditions-là. Donc du coup, il y avait cette suralimentation aussi pour compenser cette forte dépense physique. Donc moi, c'est ce genre de choses que je veux apporter. Peut-être qu'aujourd'hui, on a fait un hybride entre le confort et l'effort. Mais en tout cas, voilà, je vais m'arrêter là pour ces parties-là. Si ça vous intéresse que je vous fasse d'autres lectures, j'en ferai. J'ai pas la prétention d'être un historien ou quoi. Je suis simplement un passionné comme vous, certainement. Et quand je trouve des choses intéressantes, j'ai envie de vous les partager. Donc voilà. Donc pour rappel, mon petit entraînement qui n'a rien de la Grèce antique, mais bon, quoique il pourrait un petit peu s'en rapprocher pour lutter contre la sédentarité, mon petit programme métabolique, il est pareil en description, donc allez le voir, vous avez le lien, vous cliquez et vous avez aussi la définition que j'apporte entre les entraînements HIIT et les entraînements métaboliques, donc ça c'est en version libre accès pour tout le monde, vous avez le lien en description. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous avez l'entraînement métabolique et ma vidéo explicative sur le sujet directement dans l'espace VIP. Je m'arrête ici, très bonne semaine à tous, bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.